Je remercie très très sincèrement le CELAT de son invitation. J'ai passé quelques jours tout à fait ressourçants ici, vraiment, avec des échanges extrêmement fructueux et amicaux avec les collègues locaux. Et puis, je remercie tout particulièrement Madeleine Pastinelli pour son invitation et puis pour sa disponibilité, son exigence intellectuelle et puis tous les projets que nous avons noués pour les mois et les années à venir. Et je tiens à le dire, c'est intéressant. On a quand même un métier qui nous permet un luxe rare, c'est quand même plus ou moins celui de travailler avec les gens qu'on apprécie et avec qui on a envie de travailler. Hein. Et c'est vrai qu'on peut parfois décliner des invitations quand elles ne correspondent pas à nos affinités théoriques ou personnelles. Et donc c'est vrai que cette affectio societatis qu'on peut développer à l'université, ben je l'ai vraiment retrouvé ici et je t'en remercie, Madeleine. Voilà, donc la conférence, tu viens d'en donner le titre, eh bien Chimère et mirage des pseudosciences, du langage non verbal. Et j'ai changé le sous-titre par rapport au programme et j'ai réintitulé le sous-titre quelques remarques critiques sur la vogue du non-verbal qui est on a l'impression de le considérer qui est en train de devenir une véritable langue vivante d'eux. Hein, donc vous savez que de même que les jeunes, ils ont une langue native et puis après ils apprennent l'anglais, l'allemand, etc. Et ben on a l'impression à écouter une doxa sociale, managériale, médiatique, que le langage du corps serait en quelque sorte une espèce de langue vivante qu'il conviendrait d'apprendre et qu'on pourrait apprendre. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je vais pourfendre cet après-midi, eh bien, dans le cadre de ce séminaire sur la pluralisation. Alors, on l'a vu ce matin avec des approches à la fois différentes et convergentes. Nous vivons une époque de démocratisation et de pluralisation des savoirs indéniablement. Hein, donc on assiste, et c'est très perceptible en France et ici aussi, on assiste à une incroyable... Ah, il y a une petite faute, je ne suis pas coutumier des fautes dans les PowerPoint, alors je vais la corriger. J'ai quand même assez souvent repris mes étudiants avec des menaces terribles à la clé pour ne pas laisser un pluriel qui n'a pas lieu d'être. Donc une incroyable efflorescence de savoir non académique, hein, vraiment. On a l'impression, pour reprendre le titre d'une collection célèbre, on a l'impression d'une espèce de république des idées ou de démocratie du savoir, et c'est quelque chose qui, via les médias traditionnels, via les réseaux sociaux, via Internet, bien évidemment, voilà. Donc un besoin du grand public de clés théoriques, indéniablement, de grilles de lecture, de schèmes d'intelligibilité, pour dire les choses de manière un petit peu savante, pour saisir la complexité du monde et pour être au fait des avancées de la science. Et on voit en France vraiment toutes les grandes chaînes de radio, par exemple, elles ont maintenant des émissions scientifiques, il n'y a pas que France Culture, La tête au carré sur France Inter, des émissions historiques, etc., de vulgarisation, et on ne peut que se féliciter de cette efflorescence, d'abord de médiation, hein, puisqu'il s'agit de vulgarisation scientifique et technique, et puis d'un appel d'air du public, de la citoyenneté pour cette science mise à la portée de tous. Alors, il y a la vulgarisation, il y a l'essayisme et les controverses qui donnent des essais en France qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires sur le réchauffement climatique, sur des tas de sujets, et puis des discours citoyens. On le voit notamment dans les tribunes des grands quotidiens français. Tous les jours, dans Le Monde, Libération, Le Figaro, vous avez des tribunes, et très souvent, les tribunes, eh bien, elles traitent de sujets scientifiques, et je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Donc à cette époque de démocratisation des savoirs, bien sûr, la question, elle est celle du statut de ces discours. Hein, parce qu'on peut se poser cette question en première lecture, quel est le statut des discours grand public, des discours scientifiques dirigés vers le grand public, et comment ces discours, par réflexivité, se qualifient-ils, hein, à quel statut prétendent-ils, à quoi aspirent-ils finalement, hein, donc, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à propos d'un hiatus entre des choses qui se disent scientifiques, qui se vendent comme étant scientifiques et qui manifestement ne le sont pas. Alors, bien sûr, et le Canada, enfin le Québec est vraiment l'une des plateformes de ces pseudosciences. Hein, et si vous avez le poison, je vous dirai en conclusion que vous avez aussi l'antidote, ou le remède plutôt. Hein, et c'est vrai qu'il y a de véritables aspirations, de folles aspirations des tenants de la CNV pour communication non verbale, comme c'est communément abrégé désormais.
Alors, on a affaire, dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, et puis je vais vous présenter les 2 enquêtes que j'ai menées dans un moment, on a affaire à des discours qui se font passer qui font passer pour scientifiques des choses qui ne le sont pas, auprès de publics non dotés, comme je l'appelle, du capital académique pour décrypter la supercherie. Il n'y a aucune honte et aucun blâme à ne pas avoir fait des études en sciences sociales, à ne pas être rodé aux grilles de lecture méthodologiques, au cadre théorique, à l'épistémologie. Mais le problème, c'est que ces gens dont je vais vous parler aujourd'hui, ils vont vendre à des publics qui n'ont pas ce capital académique des choses qu'ils font passer pour scientifiques, alors que, je le répète, elles ne le sont pas. Et ça relève, j'ose le mot, ça relève d'une véritable supercherie. Alors, le décodage du non-verbal, c'est une vague de fond sociétal, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui est devenu à la mode. Et on le trouve, il y a beaucoup d'images qui vont suivre dans le fil de mon propos. Vous allez voir que c'est une conférence très, très graphique. Et donc, dans la formation professionnelle, notamment, les plus grands organismes de formation que vous vouliez négocier, recruter, vendre, manager, enseigner, vont à un moment ou à un autre vous vendre du non-verbal. Et vous expliquer que la lecture du non-verbal, la maîtrise de la lecture du non-verbal, c'est quelque chose qui va faire de vous un winner, puisqu'on est, j'y reviendrai en conclusion, dans une idéologie ostensiblement libérale dans ce qui sous-tend tout ça. Donc le management, le coaching, mais aussi la politique, j'ai ouï dire que la plupart des candidats aux grandes élections avaient des coachs en gestualité. Au mieux, ils viennent du théâtre. Et Emmanuel Macron, après un meeting où sa voix s'était un petit peu emportée dans les aigus, où il avait un petit peu déraillé dans la dimension posturale de son propos, il a été recadré par des profs de théâtre qui lui ont appris à poser sa voix, etc. Donc au mieux, c'est du théâtre, des techniques théâtrales. Au pire, ça va être ces gourous du non-verbal qui vont expliquer qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, etc. afin de faire passer des messages non-verbaux qui vont véritablement vous attirer les suffrages de vos publics. Voilà. Et puis, les médias, l'édition, ces bouquins se vendent à la tonne, et puis, bien évidemment, Internet désormais. Et tout ça est sous-tendu par une puissante idéologie sur laquelle je reviendrai plus tard. Voilà. Alors, pour me présenter en quelques mots, alors, les gens de qui je vais dire du mal aujourd'hui en disent de moi parce qu'ils ne m'aiment pas. J'ai même eu des lettres recommandées. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une curieuse manière d'envisager le débat scientifique, mais en tout cas, ils pourraient considérer que du haut de la tour d'ivoire de l'académie, je déverse sur eux mes oracles et je dis que c'est pas bien, etc. Mais en fait, j'ai été très 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 longtemps formateur en entreprise. J'ai été formateur en expression orale précisément, donc j'ai le regret de leur dire que je sais ce dont je parle, puisque pendant au moins 25 ans, j'ai enseigné à des milliers de personnes à poser leur voix, à préparer des concours administratifs, à trouver des idées, à improviser en public, à faire du média training. Donc ce sont des choses que je connais de l'intérieur. Et je critique un système, finalement, que je connais bien de l'intérieur, et pour cause, puisque moi-même, ça a été l'un de mes métiers pendant très très longtemps. Et de temps en temps, j'anime encore des séminaires d'expression orale, etc., etc. Donc je connais la chose de l'intérieur, et je ne verse pas mon opprobre sur des gens dont j'ignore finalement la boîte noire. Voilà. Donc très longtemps formateur, et ça fait des décennies de même que j'assure dans les universités où je suis passé des cours au sens large du terme sur toutes les théories des relations interpersonnelles, la microsociologie, etc. Je connais ces choses un tout petit peu aussi, et donc j'ai l'immodestie de penser que je connais un tout petit peu ce dont je parle quand je critique la dimension non verbale de la communication. Alors par ailleurs, je vais vous les présenter dans 2 secondes. J'ai fait 2 enquêtes sur les pseudosciences du non-verbal. J'en ai fait une première en 2008 parce que de plus en plus d'étudiants me demandaient, mais monsieur, dans votre cours sur la communication interpersonnelle, pourquoi est-ce que vous ne nous apprenez pas le décodage du non-verbal? Et les jeunes étudiants de première année, je sentais une demande forte de leur part sur le non-verbal. Alors je leur ai dit, mais vous connaissez ça d'où? Et bien évidemment, c'était plus que les débuts d'Internet en 2005. Et on va sur Internet déjà il y a 12 ans et on voit énormément de sites, de films, etc. dont je vous passerai dans un moment des captures d'écran. Et ça m'amène à m'intéresser à tout ça. Et c'est vrai de même que quand j'étais formateur en expression orale, parfois les stagiaires m'expliquaient que le stage précédent,
on leur avait enseigné à lire dans la gestualité de leur interlocuteur, à prendre possession du territoire d'autrui et autres fariboles de la même farine. Voilà. Et donc, c'est des choses qui m'avaient un petit peu interpellé et de ce fait, voilà, je me mets à m'intéresser au non-verbal. Alors moi-même, en étant formateur en pas en non-verbal, c'est pas un lapsus, on fait un petit rewind, en étant formateur en expression orale, de quoi est-ce que je me servais? Des grands principes de la rhétorique. Tout ou presque est dans la rhétorique d'Aristote, hein, tous les grands schèmes de l'argumentation, trouver des idées, etc., poser un plan, trouver des arguments convaincants, et puis de techniques théâtrales qui permettent de poser sa voix, de maîtriser son débit, d'avoir un volume adéquat, etc. Et donc technique de rhétorique plus technique théâtrale, on peut apprendre à bien parler, à mieux parler. Et je m'excuse pour la dimension un petit peu gourouisante de la formule que j'avais devant mes stagiaires, de les libérer à leurs paroles. Voilà. Bon. En tout cas, je connais la chose de l'intérieur. En 2008, je me dis, enfin un petit peu avant, je me dis, je vais faire une première enquête sur le sujet. Je me procure des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Hein. Alors, soit je me les fais livrer en service presse, puis à un moment donné, les services presse de First Edition, etc., à mon avis, on s'est dit qu'il y avait une embrouille. Donc après, je suis allé à Paris, j'ai tout simplement acheté d'occasion ces bouquins et j'en ai lu des dizaines. J'en ai lu des dizaines et des dizaines. Et j'ai pensé, en lisant ces ouvrages, qui faisaient l'éloge manifeste de la raison déraisonnante, j'ai pensé ce que Schopenhauer jaloux disait du séminaire de Hegel. Celui qui y entend quelque chose sans se croire dans une maison de fous y appartient de plein droit. Voilà, vous voyez le truc. Bon, donc je me mets à lire tous ces bouquins, j'écris mon livre à moi, et puis je mène une série de grands entretiens avec David Le Breton, Jean-Pierre Le Goff, Yves Ouinquin, Jacques Cosnier, donc des gens qui connaissent un petit peu tout ça, qui je propose de lire des extraits que je leur apporte, et j'ai beaucoup de verbatim dans le bouquin. Et puis, suite à la sortie, et puis donc le livre mène sa vie, et j'ai décidé de le refaire il y a 3 ans à peu près, et donc j'ai refait le livre pour 3 raisons que je vais vous expliquer dans un moment. Et puis, suite à l'apparition du livre, j'ai fait pas mal de conférences devant des publics citoyens, des interventions, parfois dans les médias aussi. Et si j'ai fait ce livre, il y a aucun combat personnel de ma part. Et il faut que ces gens-là le comprennent et l'entendent. Je ne suis pas le chevalier blanc qui veut effectivement en finir avec eux. Je veux juste les amener à considérer ou à reconsidérer une position scientifique qui effectivement n'est pas tenable telle qu'ils la posent eux. Hein, et c'est vrai que je les appelle juste au débat, un débat qui est absolument impossible avec eux. Voilà, donc il n'y a pas de combat personnel. Et donc ce que je veux, c'est juste répondre à la faiblesse théorique de ceux que j'appelle les obsédés gestuels. Hein, donc le jeu de mots est facile. Lassés par leur arrogance et lassés par leur impunité. Voilà. Alors, il faut préciser de même que le Québec a été crucial concernant ce thème de la communication non verbale grâce à 3 moments. Et au fil de mon propos, je vous dévoilerai, il y en a un qui arrive dans 2 secondes, les 3 moments qui ont fait que le Québec, ici précisément, Montréal et Québec, ce sont des lieux particuliers pour moi, et donc c'est tout à fait symbolique que je donne cette conférence ici aujourd'hui par rapport à ce thème que j'ai traité. Alors ça, c'était le premier livre, Arrêtez de décoder, pour en finir avec les gourous de la communication. Et puis le deuxième, eh bien, on vous l'a montré il y a 2 secondes. Alors, ça devait s'appeler Enquête sur les obsédés gestuels. Et c'est vrai que les moteurs de recherche auraient assez peu référencé, assez peu compris à quoi ça renvoyait. On m'aura appelé pour des choses sur la prédation sexuelle, je pense, obsédé textuel, obsédé sexuel. Bon, voilà. Et donc on a décidé avec mon éditeur de faire la chose la plus référençable possible. Hein, enquête sur le business, c'est très tautologique, enquête sur le business de la communication non verbale. Voilà. Puis je fais de temps en temps des papiers dans les journaux, notamment dans les médias en ligne, qui essayent de pourfendre un tout petit peu. Et bien, par exemple, pendant les présidentielles américaines puis françaises l'année dernière, dès qu'il y avait un débat à la télé, le lendemain matin sur des grandes chaînes, hein, BFM Télé en France, vous aviez un synergologue, ben voilà, je les ai nommés, qui venait, qui disait que tel candidat avait fait ça, avait fait ça, avait fait ça, et qu'on en déduisait qu'il était fermé, frustré, dominant, etc. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, premier moment qui fait que le Québec est important dans l'étude que j'ai menée. Après la parution de mon ouvrage en 2006, je propose à la revue Communication à Roger de Lagarde un article sur, vous voyez le thème et le titre, elle mérite d'être explicite, pour en finir avec la
Synergologie. Bon. Et suite à la parution de cet article mis en ligne, je reçois des dizaines et des dizaines de mails. Je reçois des dizaines de mails de gens qui, pour 80% d'entre eux, alors du Québec et de France, me disent: Monsieur Lardelier, vous êtes courageux, on m'a obligé à suivre une formation, je suis cadre supérieur dans tel domaine, je suis dans telle administration, on m'a obligé à suivre un stage où on m'enseignait la lecture du non-verbal, l'universalité de la gestualité, etc. J'ai quand même une maîtrise ou un master de psychologie, j'ai commencé une thèse en sociologie, j'ai dit au formateur que ça n'allait pas, le formateur m'a dit silence dans les rangs, écoutez-moi ça, bon ça s'est mal passé, et vous êtes bien courageux de porter le fer dans leur camp. Donc je reçois énormément de courriers qui me disent: je suis moi-même prof de théâtre, je suis ci, je suis ça. Bravo, c'est un combat plutôt courageux, ma foi. Bon. Alors d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage que tu as montré, Madeleine, j'ai mis un florilège des courriers que j'ai reçus les plus représentatifs. Je les ai bien évidemment anonymisés. Voilà. Et je les ai repris, et ma déontologie vaut ce qu'elle vaut, je les ai repris in extenso en enlevant juste le nom des personnes. Et puis 20% des gens, sur les dizaines et les dizaines de mails que je reçois, 20% des gens me disent: Monsieur Lardelier, vous êtes un vieux conservateur. Vous êtes un vieux conservateur parce que vous n'avez rien compris à la science en train de se faire, vous êtes arc-bouté sur des postures d'arrière-garde, vous critiquez de nouvelles sciences qui sont en train d'arriver, qui révolutionnent la science, qui sont un mixte entre les neurosciences, etc. Et vous n'avez rien compris et vous êtes un triste cire, et c'est bien dommage qu'avec l'argent public, on finance ce genre de publications et d'études. Voilà ce qu'on me dit, et il y a aussi, en toute honnêteté, j'ai été obligé de mettre quelques personnes qui me vouaient aux gémonies. Alors, le non-verbal, je le disais tout à l'heure, c'est un sujet tellement en vogue que c'est aussi un objet de bien de fantasme. Et pour cause, il nous le concerne tous, tout le temps. Hein, c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent parfois dans notre vie se mettre en mode off. La communication non-verbale, dès qu'on est devant autrui, conjoint, collègue, enfant, etc., on est dans une posture de communication non verbale, d'interaction, et de ce fait, nous sommes tous quand même des Monsieur Jourdain de la gestualité de nos interlocuteurs, puisque de même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien nous passons notre temps à intuitivement ou consciemment percevoir des choses chez autrui qu'on va parfois essayer de décoder. Et on va essayer de décoder. Alors, en effet, relation de séduction, vente, enseignement. Est-ce que mon cours ennuie cet étudiant au premier rang qui est comme ça devant moi? Voilà, donc on se pose ces questions, on se les est tous posées dans des négociations de très haut niveau politique. On peut avoir des gens qui vont croiser les bras, prendre des positions avec leurs mains, faire des mimiques. Et comme Monsieur Jourdain, on va essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Donc voilà, en permanence, nous décodons autrui, mais de manière plus ou moins intuitive. Et puis parfois, il va y avoir quelque chose qui va faire sens. On va voir que la personne rougit ou blêmit, par exemple. On va percevoir que la personne, soudain, devient soucieuse ou se ferme. Hein. Voilà. Et sans pour autant savoir nécessairement quelle est la raison de tout ça, on va relever ce genre de détails. Hein. Et de ce fait, regardez une scène de négociation ou de commerciale, ou a fortiori, et c'est pas pour rien que la plupart des bouquins nous vendent clé en main les clés de la séduction, les codes universels de la séduction, etc. Puisque dès lors qu'on est dans un contexte de séduction, vous imaginez l'avance que l'on pourrait prendre si à coup sûr on savait ce que pense, ce que ressent et ce que va décider la personne qui est devant nous. Alors ça, ils se sont rencontrés sur Internet, je connais aussi très bien le sujet, vous le savez. Et voilà, et donc là c'est le premier dîner, comment la soirée va finir? Eh bien, peut-être que les deux sont en train de décoder activement l'autre à travers la posture, l'ouverture ou la fermeture, la dilatation de la pupille des yeux, etc., etc. Et donc voilà, ce sont des contextes qui peuvent recouvrir un enjeu dès lors qu'on va essayer de savoir ce que pense, ce que ressent autrui, et puis pourquoi pas comment s'adapter à tout ça. Alors, les obsédés gestuels, ce sont... Alors, il y aurait une sociologie à faire d'ailleurs de tous les auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui, mais le fait est que souvent, enfin, j'en ai croisé un certain nombre qui auraient aimé accéder à l'université, mais qui n'ont pas pu, pour des tas de raisons. Et inventer des sciences, puisque ce sont des sciences qui sont véritablement inventées, et pour certaines d'entre elles, je vais revenir déposer comme des marques,
hein, la synergologie, vous avez le petit R en haut, et vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Il faut le business model et celui de la PNL. Vous devez passer des certifications, des grades, monter 1 année, 2 années, 3 années, et puis vous avez des différents grades, et puis quand vous avez payé et vous avez suivi les formations, il faut payer, je le sais, on me l'a écrit, il faut payer quelques dizaines de milliers de dollars, et puis quand accessoirement vous avez le grade, là vous pouvez utiliser le titre. Exactement comme la PNL il y a 30 ans. Avant, vous n'avez pas le droit, sinon, effectivement, vous pouvez avoir des lettres et vous pouvez avoir des... Voilà. Donc, ce sont des auteurs, ils écrivent des livres, je l'ai dit, des formateurs, hein, c'est un business énorme dans le domaine de la formation continue, des consultants, des conférenciers qui partagent une idée fixe très lucrative, une fois qu'elle est marketée, c'est celle de la lisibilité du corps et des gestes. Alors le principe, il est simple, mais c'est un coup de génie finalement. Les gestes d'autrui seraient lisibles. Il y aurait donc une grammaire de la gestualité. Celui qui maîtrise la grammaire puis la syntaxe, sans coup férir, il peut lire dans autrui à livre ouvert. Vous voyez le truc? Voilà, et donc l'idée, elle est marketée, comme je viens de vous le dire, en fait. Alors, leur objectif, bien évidemment, il est avant tout commercial, puisque certaines de ces sciences, je viens de le dire, sont même des marques déposées. Hein, donc, ce sont des marques, et à ce titre-là, vous ne pouvez pas utiliser le nom qui a été inventé comme ça. Il faut effectivement faire allégeance à celui qui vend les formations et qui a inventé véritablement la marque. Alors, ils cherchent à tout prix des instances de légitimation, et ça procède d'une stratégie obsessionnelle chez eux. Donc ça va être les médias, ça va être des conférences, ça va être des grands partenaires. Il y a quand même des tenants de ce non-verbal qui se vendent en France jusqu'à chez HEC ou l'ENA. L'ENA, qui est l'École nationale d'administration ou HEC, donc la prestigieuse hautes études commerciales, eh bien, pourvoit des formations dans ce genre de choses. Et bien évidemment, ils s'en prévalent ensuite pour se vendre encore plus cher. Donc voilà, ça fait un tampon de légitimité. Voilà. Et puis donc systématiquement, leurs bouquins ont le coup de tampon best-seller, et ça aussi, c'est quelque chose qui... Voilà. Et puis des effets rhétoriques de scientificité, je vous le livrerai tout à l'heure. Je livrerai à votre entendement une phrase que j'ai justement relevée dans un de ces bouquins. En fait, de quoi font-ils la promesse? Ils font la promesse d'une toute-puissance relationnelle. Voilà. Donc en fait, ils vous vendent, et ils vendent à tous ces organismes une toute-puissance relationnelle. Je reviendrai dans un moment sur la série Lie to Me, qui s'appelle ici... Il y avait un autre nom, il y avait une traduction française. Bon. Voilà, bon, vous voyez Lie to Me. Voilà. Et bien, Lie to Me, donc Cal Lightman, il est dans une espèce de toute puissance relationnelle. Il y a des gens devant lui, il lit à travers eux. Donc il va faire embastiller quelqu'un qui s'est gratté comme ça, il va percevoir que quelqu'un serre les poings, donc ça veut dire ça sans coup férir, etc. Hein, donc vous avez tous vu de près ou de loin tout ça. Et donc Cal Lightman, c'est un anti-héros, hein, qui est dans une espèce de toute puissance relationnelle. Il lit dans autrui, hein, et voilà. En fait, bah, comme je l'explique dans mes bouquins, ce qu'ils vendent, ce sont en fait des horoscopes relationnels. Hein, puisque non seulement on n'est pas dans une espèce de toute-puissance qui vous amènerait à une posture schizoïde, puisque vous seriez en permanence dans l'interaction, mais en même temps au-dessus d'elle en train de l'analyser. Et comment fait donc Cal Lightman dans Lie to Me pour être dans une interaction avec quelqu'un et être au-dessus en train d'analyser et d'être à la fois dans un caractère instantané, infaillible de l'étude de la gestualité d'autrui. La position, elle est difficilement tenable, vous en conviendrez. Et en fait, ils vendent des horoscopes relationnels. Et vous savez que quand on lit l'horoscope, si ça se vérifie à peu près, on dit « Ah ouais, il avait raison ». Et puis si ça ne se vérifie pas, on dit « Oui, mais il aura raison la prochaine fois, puis il avait raison la dernière fois ». Voilà, donc ce sont en fait des horoscopes relationnels. La fille s'est grattée là, elle était énervée, oui, non. Bon, bah après coup, je me dis « Oui, elle était peut-être énervée ». Donc tel auteur de non-verbal avait raison, et voilà. Donc, alors les bouquins, je vous ai fait des captures d'écran. Alors, Joseph Messinger est mort, donc voilà, et donc ça fait quelques années qu'il continue à éditer des livres avec son épouse Caroline Messinger, hein, et donc les bouquins continuent à se vendre. Il n'est pas forcément mentionné sur eux qu'il est décédé en 2012 déjà, je crois. Voilà, mais en tout cas, regardez, donc le sens caché de vos gestes, ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent, la grammaire des gestes. Alors il en fait au moins 2 par an. Hein.
Alors, il y a un taux de redondance absolument incroyable entre deux ouvrages. En principe, il y a 90% de taux de redondance, mais c'est en permanence réédité. Regardez, donc les gestes de la réussite, les mots les gestes du succès, les mots de la réussite. Découvrez les méthodes de ceux qui réussissent dans la vie. Hein, donc quand je vous disais tout à l'heure que l'idéologie sous-jacente est ostensiblement libérale, on est dans un véritable libéralisme relationnel. J'y reviendrai en conclusion. Et l'une des réussites du libéralisme, eh bien, c'est d'être à l'assaut des relations commerciales, pédagogiques, familiales à travers ce genre de bouquins. Et puis Eva Illouz le montre très bien, à l'assaut des relations amoureuses via les sites de rencontres, etc. Voilà. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent, le langage psy du corps, ces gestes qui vous séduisent, tous les codes de la séduction enfin décryptés, bah, de toute façon, ils s'intéressent systématiquement à quoi? Des relations de pouvoir ou à fort enjeu. Donc ça va être la séduction, la négociation, le management et le pouvoir, la politique, etc. Mais les relations qui les intéressent sont des relations qui sont investies d'un certain pouvoir. Il y a des enjeux. Donc les gestes qui vous trahissent, découvrez le sens caché de vos gestes. Alors, je vous disais, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les gestes prédictifs, le décodeur gestuel, toujours le même, hein, c'est... Et puis donc un Canadien, enfin non, un Français qui a émigré ici, qui est à Montréal. Donc la synergologie, donc c'est une marque déposée. Donc Turchet, la synergologie pour comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle. Et puis Turchet encore, les codes inconscients de la séduction. Un dissident, un synergologue dissident, leurs gestes disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Hein, donc cette obsession de la lisibilité du corps d'autrui. Et puis, donc, vous voyez, politique, sportif, patron, artiste, people, décodez-les. Le corps dit toujours la vérité. Le corps dit toujours la vérité. C'est incroyable, hein? Bon, voilà. Et puis donc, une synergologue québécoise de renom et très active, Annabelle Boyer. Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Voilà, donc effectivement, l'ABC du non-verbal en amour, flirt, relation et fidélité. Il y en a des, vraiment, c'est voilà, le langage gestuel au bureau, la Bible de la communication. Voilà. Et j'aurais pu tout l'après-midi vous passer des captures d'écran de leur bouquin. Mais c'est vrai que vraiment, c'est une veine éditoriale extrêmement. C'est vraiment une ressource sûre pour l'édition que de vendre. Dans la plupart des librairies, d'ailleurs, il y a un rayon non-verbal maintenant. Voilà. Alors, pour commencer, il faut tordre le cou à 3 dogmes proférés ad nauseam par les gourous du non-verbal. Et donc, toutes ces personnes que je fustige, que j'invite au débat, surtout scientifique, et bien toutes ces personnes, elles vont fonder tout le business sur 3 dogmes. Et ces dogmes, ils sont proférés ad nauseam. J'en ai plein de leurs bouquins. Dès la première page des bouquins, les 3 dogmes sont toujours présents. Le business est à ce prix. Répéter en permanence des choses, à contrario du consensus scientifique général, je vais y revenir dans un moment, mais voilà les 3 dogmes. Le premier, c'est le mythe des 7%, 38%, 55%. Il vous explique en substance que dans une relation, dans une interaction, 7% du sens est alloué aux mots. Seulement. Ce que vous dites, c'est seulement 7% du sens. 38% c'est l'intonation et 55% c'est le non-verbal. Voilà. Et une fois que vous avez expliqué ça à un responsable de formation qui vous met à son catalogue parce qu'il pense que vous allez vraiment mieux manager, mieux négocier et mieux vendre en possédant la grammaire de la gestualité. Voilà. Alors le premier des dogmes, c'est ça. Le deuxième, c'est le mythe d'un langage gestuel. Point n'est besoin d'être linguiste de stricte obédience pour que savoir que des principes de base comme l'arbitraire du signe, la première articulation, la deuxième articulation, etc., sont des choses qui, si elles conviennent au langage, ne peuvent pas convenir à quelque chose d'aussi fluctuant, complexe et aléatoire que la gestualité. Et pourtant, ils vont vous expliquer, vous l'avez vu, je lis en vous, lisez-vous en moi, je peux enfin lire dans les hommes politiques, etc. Ils vont en fait vous expliquer que la gestualité relève d'un langage. Et qui a
la grammaire, la syntaxe, etc., peut lire dans le non-verbal d'autrui, parce que c'est une langue vivante d'eux, c'était le sous-titre de cette conférence. Et puis, enfin, grand 3, eh bien, un troisième mythe, c'est celui de l'universalité de code gestuel. Voilà. Et donc, que vous soyez sur n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture au sens anthropologique, mais aussi culture au sens sociologique, eh bien, vous avez des gestes qui vont être systématiquement universels. Vous êtes d'accord qu'on se comporte exactement de la même manière à Haïti qu'à Québec? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça m'arrange que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Ça m'arrangerait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, bien sûr. Alors, pour en revenir aux 7%, les 7%, ils ont été énoncés par ce professeur de psychologie de l'Université de Californie à Los Angeles. Et donc, c'est un chercheur américain qui s'appelle Albert Mehrabian. Et Albert Mehrabian a fait une étude. Alors voilà le texte original, 1967, Journal of Consulting Psychology. Et donc, il va faire paraître ce texte en 67 avec un corpus. Ah, je ne l'ai pas lu in extenso, mais en tout état de cause, il y a un corpus de 12 personnes du même genre, et il va leur poser des questions, mais très très précises, et à partir de 12 personnes, il va faire des résultats, mais il va bien expliquer que ceci, ça peut en aucun cas être généralisé, etc., etc. Donc voilà l'étude originelle qu'il avait fait paraître d'ailleurs avec un collègue qui n'est jamais cité. Et aussitôt, on va voir la toile qui va véritablement s'embraser autour, regardez, de la règle d'Albert Mehrabian, qui signifie que le message reçu par notre interlocuteur est constitué de... Voilà. Et vous avez des centaines de milliers de références Google qui vont colporter ce mythe et le vectoriser, le renforcer. Puisqu'à l'époque d'Internet et depuis une vingtaine d'années, eh bien, en permanence, c'est repris, c'est colporté, et vous allez avoir en permanence cette espèce de serpent de mer du non-verbal qui vous explique que 7%, 38%, 55%, qui s'impose comme un véritable dogme. Voilà. Et donc, regardez, la règle des 7, 38, 55, etc., etc. Voilà. Alors vous en avez à l'infini sur Internet, Google Texte, Google Images, Google Références, et donc c'est quelque chose qui est une espèce de dogme établi, hein, qui est difficilement contestable, alors que qui peut, avec un tout petit peu de bon sens, qui peut considérer une seconde que 7% seulement de nos propos, du sens que l'on véhicule serait allouable seulement à la parole? Ça n'a pas de sens. C'est comme si depuis le début de ma conférence, l'essentiel de ce que je faisais passer comme message, eh bien, était contenu dans l'intonation et dans ma gestualité. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et pourtant, eh bien, voilà. Alors, Albert Mehrabian a réagi. Il a réagi et très rapidement, alors je cite un verbatim de lui, donc de très gêné par l'utilisation qui a été faite de ces résultats et de leur incroyable généralisation. Et voilà sa vraie réaction. Je suis évidemment mal à l'aise du fait que mon travail soit mal cité. Dès le début, j'ai tenté d'expliquer aux gens les limites de mes découvertes. Malheureusement, nombreux sont les praticiens parmi les consultants Image Corporate et autres consultants en leadership qui ont une très faible expertise psychologique. Et je renvoie à la notion que j'évoquais tout à l'heure de capital académique. C'est pas une honte de ne pas en avoir, mais quand on n'a pas de capital académique, on est peut-être plus sensible à ce genre de mythe, hein, puisque c'est sexy, ça donne des clés de compréhension, c'est facilement mémorisable, et voilà. Alors, la deuxième rencontre, le deuxième moment important après la parution de l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a valu des dizaines et des dizaines de réactions, et j'en ai encore quelques-unes par an, presque 15 ans après, 12 ans après, ça a été la rencontre avec Vincent Denot, qui est en photo à gauche, vous le voyez, en haut à gauche. Et donc Vincent Denot, pour ne pas parler en son nom, c'est un ancien synergologue qui a un jour compris les rouages du système de l'intérieur et qui est devenu l'un des principaux opposants à cette pseudoscience. Et il a fait paraître avec 3 collègues de Montréal donc cet article, La synergologie, une lecture pseudo-scientifique du langage corporel. Et dans cet article, qui est un réquisitoire implacable contre la synergologie, eh bien, ils reprennent tout ce qui fait science couramment et ils expliquent en quoi, au terme d'un très long article, manifestement, la synergologie et ce genre de pseudo-science du décodage du non-verbal se portent complètement en opposition par rapport au consensus scientifique général. Alors, j'ai rencontré Vincent Denot l'année dernière à Montréal.
on a mangé une smoked meat chez Schwartz et on a donc sympathisé. Voilà, donc là vous avez bon, et on a donc sympathisé. Donc on a un projet d'article ensemble. Il est en train de faire un doctorat d'ailleurs qu'il soutiendra dans un an ou deux. Et on est en train de travailler un article sur comment tordre le cou au mythe des 7, 38, 55. Voilà. Et c'est lui qui m'a donc donné les quelques images que je vous ai montrées tout à l'heure. Et avant d'oublier, je voulais quand même vous lire un extrait parce que ça me semble extrêmement intéressant. Alors, au moment de la discussion et à la fin de leur article, donc que j'ai là, que vous trouvez facilement accessible en ligne, et voilà ce qu'ils disent à la fin de leur article. Enfin, au plan éthique, la synergologie ne devrait-elle pas être validée scientifiquement avant d'être utilisée par un policier, un avocat ou un juge? Autrement, un individu sera-t-il considéré suspect par la police? Le procureur décidera-t-il de l'accuser et le juge le condamnera-t-il sur la foi d'un ou de plusieurs gestes que la synergologie associe au mensonge? Être à ce point en flagrante contradiction avec son propre code d'éthique ne doit en aucun cas passer inaperçu. Voilà, ils en arrivent à cette conclusion à la fin de leur article et à mon avis, on ne peut que se ranger à ce qu'ils disent là. Comment quelque chose qui manifestement est une marque déposée, qui n'a jamais été validée par les instances, fût-elle justiciable de tout ce que vous nous avez brillamment décrit ce matin, du verbe décrier, en tout état de cause, il n'est pas évident, et regardez les dégâts que ça peut donner du côté de la faculté de médecine, de promettre avec des poudres de perlimpinpin, de guérir des maladies, etc. etc. Je ne remets pas en cause les médecines douces, les médecines alternatives, je dis qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sans que la chose ait fait l'objet d'un minimum de discussion théorique de la part des instances légitimes de production, de validation et de légitimation de la science. Et on est finalement au cœur du thème de la journée, l'extension, mais aussi les limites de la pluralisation des savoirs. Voilà. Donc je vous renvoie à cet article qui est donc un réquisitoire. Et le deuxième moment, au Québec, c'est ma rencontre avec Vincent Denot il y a un an. Et il m'a un petit peu raconté... son histoire d'ex-synergologue, qui avec la voilà. Donc et puis donc le langage gestuel, ce que je vous disais tout à l'heure, de plus universel, eh bien il y a un désaveu scientifique, me semble-t-il, sans appel autour de tout cela. Et là donc je cite l'article que je viens de vous montrer qui est co-signé par 4 chercheurs. Au cours des 20e et 21e siècles, la communication non verbale a fait l'objet d'une multitude d'études scientifiques. Il y a eu il y a 2 ans à Paris un immense colloque de la Société internationale de la gestualité et pendant une semaine, des centaines de chercheurs sont venus débattre des avancées des études sur la gestualité. Des centaines de chercheurs sont venus sans qu'un seul représentant des pseudosciences que je pourfends ici devant vous soit présent. Et donc, ça pose effectivement question, soit présent. Et vous parliez ce matin du juge de paix de la production de la science, qui est l'article finalement. Jamais un article scientifique digne de ce nom, jamais un seul, n'a été publié par les tenants de toutes ces marques déposées qui se font passer pour scientifiques. Donc, au cours, voilà. Ainsi, contrairement à certaines approches pseudo-scientifiques qui associent une signification universelle et propre à chacun des gestes d'un individu, les études scientifiques sont sans équivoque. Hormis certaines expressions faciales, je parlerai de Paul Ekman dans un petit moment, hormis certaines expressions faciales et certains emblèmes, il y a très peu, voire aucun comportement non verbal ayant une même et unique signification entre les personnes de différentes cultures. Le consensus scientifique, c'est plutôt ça. Et regardez la dernière phrase. En outre, l'idée d'associer une signification universelle à chacun des gestes d'un individu n'est pas fondée scientifiquement, sinon carrément contraire au consensus scientifique. L'universalité de la gestualité, c'est une aporie, vraiment. Ça renverrait l'univocité du signe non verbal, et ce sont donc des choses théoriques.
à part concernant quelques mimiques. Alors vous avez peut-être entendu parler de Paul Ekman, qui lui-même a inspiré la série Lie to Me, hein, et donc il a mis au point une grille de lecture des émotions, 6 ou 7 émotions qui seraient universelles. Donc il a déposé ça sous le nom de FACS, Facing Action System Coding, hein, et donc mis à part le FACS de Paul Ekman, le consensus scientifique est relativiste, culturaliste sur le sens des gestes. L'aveu de Ray Birdwhistell. Donc Birdwhistell de Palo Alto, dans les années 50, il va se consacrer éperdument avec une équipe à l'étude de la gestualité. Il y a un très très célèbre film de 17 secondes, une séquence célébrissime s'appelle La cigarette de Doris, et donc il va passer avec une équipe de chercheurs des années à étudier l'interaction, où on voit un homme allumer la cigarette d'une femme, chacun étant assis au bord d'un canapé. Et cette scène célébrissime, la cigarette de Doris, donc l'équipe de Ray Birdwhistell, père de la kinésique, hein, va l'analyser pendant des années. Et il va arriver, dans les années 70, à un aveu. Eh bien, c'est celui, Birdwhistell, il va arriver à un aveu, c'est l'impossibilité de généraliser sur la base d'un modèle linguistique le repérage, le codage et l'étiquetage de la gestualité. Et il va passer à autre chose, et Yves Ouinquin fait une conférence facilement disponible en ligne que j'ai revue il y a quelques jours, et il explique qu'il va passer à autre chose parce qu'il dit que c'est juste impossible de coder de manière linguistique la gestualité et d'en sortir quelque chose de stable dans l'analyse et a fortiori dans l'utilisation qu'on pourrait en faire. Voilà. Eh bien, regardez, à contrario de ce que je viens de vous dire, Alors, vous voyez le nom de la marque qui professe ce genre de choses. Donc c'est la page de titre de la page d'accueil du site. Alors écoutez-moi bien. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, Birdwhistell, machin, etc. Bon, les êtres humains sont universellement programmés pour partager leurs émotions. Faux. C'est moi qui dis. Leur visage et leur corps sont les médiums grâce auxquels ils se transmettent inconsciemment les principales informations sur la nature de leurs sentiments. Faux. On peut transmettre des choses avec le langage en première lecture, j'ose l'espérer. Hein. Le synergologue a pour objet la lecture de ce langage. Ah. Alors je vais continuer parce que sur mon écran, parfois je me vois moi-même. Et puis pas. Voilà. Fondé il y a moins de 10 ans à partir des découvertes les plus récentes dans le domaine de la communication et des neurosciences. Faux. Elle est à ce jour la seule grille de lecture du langage non verbal inconscient, susceptible de décoder de manière à la fois méthodique et exhaustive, à contrario de l'aveu de Birdwhistell, de son équipe de chercheurs qui travaillent 20 ou 30 ans là-dessus, qui est méthodique et exhaustive lors des émotions, lors de tous nos échanges. Faux. Vous voyez, donc effectivement, quand on prend une lecture un tout petit peu scientifique, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un tissu de contre-vérité, et j'ose le dire devant caméra, dont la finalité est d'alimenter le business des formations, des cours, de la consultance, etc., etc. Mais quel sens allouer au geste d'autrui? Je vais très très vite parce que le propos, c'est pas de faire un cours là-dessus, mais il ne faudrait pas non plus considérer à critiquer ces gens-là que le non-verbal n'a pas de sens. Le non-verbal ou la gestualité s'inscrit dans la dynamique de l'interaction, etc. etc. Hein, mais en tout état de cause, c'est pas parce qu'on s'oppose à des gens qui disent que le non-verbal est tout, qu'en s'opposant à eux, on doit dire que le non-verbal n'est rien. Bien évidemment, cette histoire des 7, 38, 55, c'est absurde. Comment déjà quantifier avec des pourcentages stables quelque chose d'aussi évanissant, d'aussi fugace et d'aussi complexe? Bien évidemment. Voilà. En tout cas, l'approche des gestes et des mimiques d'autrui, tout ce qu'on appelle le mimofacial, s'inscrit dans la dynamique de l'interaction, bien évidemment. Il y a les gestes conventionnels et les gestes indiciels. Hein, donc nous allons passer notre temps à faire des gestes, soit qui sont des gestes codés culturellement. Ok, voilà, super. Donc là, vous comprenez parce que ce sont des conventions qui sont partagées dans une culture, voire plus largement par un certain nombre. Et puis après, on va faire des gestes qui vont s'inscrire dans la dynamique de l'interaction. Hein, donc on va faire en permanence des gestes. Hier soir, je dînais en face de quelqu'un qui, à un moment donné, m'a fait comme ça. Tiens, ben c'est toi, Rémi. Tu m'as dit, non, parce que j'analyse un petit peu tout ça, même si je ne suis pas synergologue de stricte obédience. Tu m'as dit, je me suis renseigné, j'irai peut-être.
Ça m'a marqué. Et j'en ai déduit que tu t'es renseigné. Tu sais, tu me parlais d'un séjour que tu vas faire à Amsterdam, c'est ça? Et tu m'as dit, tu étais devant moi, tu m'as dit, je me suis renseigné, j'irai peut-être. Voilà, donc ce sont des gestes qui s'inscrivent dans la dynamique d'une interaction. J'en ai déduit que tu t'es renseigné sur Internet. Et tu iras peut-être et tu as fait un geste comme ça. Voilà, et j'ai capté ça pendant une fraction de seconde. Donc les gestes s'inscrivent dans la dynamique de l'interaction. Et comment peut-on arbitrairement isoler ce geste ou ce geste en disant il est fermé, il est ouvert, il est grincheux, il est frileux, il est agressif, il est frustré? Voilà, c'est un non-sens, me semble-t-il. Voilà. Donc la complexité obligée de toute approche de la gestualité d'autrui. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises dans le cadre des études que j'ai faites sur cet ouvrage, Jacques Cosnier. Donc, Jacques Cosnier est professeur émérite à l'université de Lyon 2. Et donc, Jacques Cosnier a fait un livre qui synthétisait dès 1984 toutes les études sur non-verbal de l'époque. Et il ouvrait la première page du livre en disant: le non-verbal fait l'objet d'un nombre pléthorique de publications en 84. Et on va essayer de vous faire une petite synthèse. Voilà. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Costier et il m'a dit, jeune homme, c'était flatteur pour moi, je vais vous expliquer. En fait, j'en suis arrivé à une conclusion, au terme de pas mal de décennies, où j'ai étudié tout ça, au terme de discussions, avec Bateson, avec Goffman, etc., etc. Il m'a dit, j'en suis arrivé à une conclusion. C'est que finalement, la gestualité, alors ça fait bien, on les replace dans les conversations, donc c'est dans un premier temps de la dynamogésie énonciative. C'est tout simplement ce que faisait Rémi hier soir, c'est-à-dire qu'en permanence, quand on parle, on va faire des gestes qui vont dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Regardez, depuis tout à l'heure, je fais des gestes qui accompagnent ce que je suis en train de dire. Des études ont prouvé que quelqu'un dont on entrave la mobilité gestuelle, ça va entraver la mobilité mentale et verbale. Vous voyez le truc? Donc il y a une corrélation entre ce qu'on dit et la manière dont on va l'accompagner en, je le dis très prosaïquement, parlant avec les mains. Voilà. Et le corps à certains égards. Et puis la deuxième grande dimension de la gestualité, bien évidemment, c'est l'échoïsation empathique. C'est que quand vous êtes devant quelqu'un, en permanence, vous allez montrer à autrui, et on est aux confins de la microsociologie, vous allez montrer à autrui que vous le prenez en considération en lui faisant des sourires, des mimiques, en vous tournant vers lui, etc., afin de montrer que vous lui accordez de l'importance, pour ne pas lui faire perdre la face, etc., etc. Et vous savez combien il est désagréable d'être devant quelqu'un qui soudain va se mettre à répondre au téléphone, faire un SMS, etc. Voilà, il y a quelque chose qui se brise dans la dynamique de l'interaction. Voilà. Et puis, si la gestualité est codée, j'ai mis bien évidemment des guillemets, elle l'est par un contexte relationnel. Vous êtes impressionné par la personne, irrité par la personne, séduit par la personne, et nécessairement la personne devant qui vous êtes, eh bien, ça va donner un type de gestualité particulière, une élocution, je viens de le dire longuement, une culture anthropologique et culture sociologique qui fait que dans un milieu donné, vous n'allez pas interagir de la même manière, et puis un contexte, une éducation et même une époque à certains égards. Et puis la dimension synchronisation, elle est très importante. Eh bien, en dépit de ces faiblesses à contre-courant, les obsédés gestuels bénéficient d'efficaces relais. Et là, ça pose la question de la légèreté ou de la responsabilité de tout un ensemble de réseaux sociaux que je vais évoquer longuement maintenant, de légitimation, de diffusion, de vulgarisation de toutes ces pseudosciences. Alors d'abord dans les médias qui cherchent du sens en kit. Donc une journaliste d'un grand magazine français m'a expliqué, je lui ai dit pourquoi vous interviewez telle personne dont j'ai la conscience de savoir que c'est un escroc intellectuel patenté. Et elle m'a dit, ben voilà, mon rédacteur en chef, il veut des photos avec du décodage sur les photos. Je vais vous en montrer dans un moment. Voilà. Donc on veut tel personnage politique ou tel people qui fait un geste et on dit voilà ce qu'il pense, etc., etc. Donc après, bien évidemment, via Internet et les réseaux sociaux qu'ils ont véritablement envahi. Dans l'édition, je vous ai montré tout à l'heure combien c'est un business florissant, que l'édition de toutes ces fadaises sur le langage gestuel, la grammaire des gestes, etc., via des conférences et la formation pour adultes où ils pullulent. Et puis, ce vaste système à leur service enseigne le non-verbal comme une science à part entière, reconnue, instituée, et pour cause, ils se disent scientifiques et se vendent comme tels.
Et puis, alors ce sont des relais par facilité. Les médias, oui, ben voilà, on met une photo de Laetitia Hallyday lors de l'enterrement. À côté d'elle, il y a Laura Smet. Eh bien, vous avez entendu parler de cette histoire? Voilà. Donc voilà, ça passionne la France, l'héritage de Johnny Hallyday. Voilà. Et j'ai vu des décodages de Laetitia, la fille de Johnny Hallyday. Là, elle déteste l'autre, mais elle l'a pas montré. Là, elle est fermée, machin. Bon, voilà. Donc des relais par facilité. Voilà. Alors, bien évidemment, regardez la presse, hein, donc le langage corporel des décideurs. Voilà. Eh bien, écoutez, donc la presse managériale, et vous voyez, donc c'était juste avant l'élection présidentielle de l'année dernière, eh bien on voit donc Macron, Fillon, etc. Et donc voilà, et on va vous expliquer dans ce magazine de management comment leur gestualité va véritablement les trahir. Une émission très grand public. Europe 1, c'est quand même une des principales radios françaises. Vous voyez effectivement une heure entière l'après-midi justement sur le non-verbal, la morphogestuelle. Et voilà, on va vous expliquer pendant une heure comment lire dans votre conjoint. Tiens, votre conjoint rentre un peu tard ce soir. Est-ce qu'il avait un rendez-vous galant avant de rejoindre le foyer? Eh bien, vous allez peut-être avoir des clés pour savoir s'il est stressé, s'il ment, etc., etc. Non, mais c'est ce qu'on explique dans ce genre d'émission, hein. Là, vous en riez. Alors, c'était le Figaro. Voilà, regardez, donc une pleine page, c'est quand même un dossier énorme. Voilà, et bon, on ne va pas tout détailler, hein. Voilà, Nicolas Sarkozy, un doigt d'autorité, Roselyne Bachelot, la méthodique, etc. Et chaque personne est assignée un destin gestuel. Chaque personne est assignée un destin gestuel parce qu'ils ont fait un geste, ça veut dire que la personnalité, elle est comme ça. À regarder quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein. On peut tous les passer, en revue. Alors regardez, bon, bien évidemment, l'index gauche, c'est l'un des doigts les plus communicatifs. D'où est-ce que ça sort? Alors j'y reviendrai. D'où est-ce que ça sort? Qui a dit un jour que l'index gauche est le doigt le plus... Et qu'est-ce que ça veut dire le doigt le plus communicatif déjà? Ah bon. L'index doit être considéré comme celui du pouvoir et le gauche celui du savoir. Alors on est rassuré, c'est bien sur l'inverse pour les gauchers. Voilà, bon. Alors regardez, mieux encore, regardez en bas, voilà. Donc, non mais il faut quand même savoir que ça, on le trouve dans les magazines grand public qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Et par-delà le fait que je mette avec ma démonstration les rieurs de mon côté, ça pose quand même des questions sur les limites de la vulgarisation. Et puis, parce que là, on n'est même pas dans la vulgarisation, vous l'avez compris depuis tout à l'heure. On n'est pas dans la simplification à outrance, on est dans quelque chose qui se vend comme étant scientifique. Et le problème, c'est que ça se vend très cher et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Alors regardez, vous connaissez Ségolène Royal, cette photo est déjà ancienne. Et vous avez donc, vous voyez que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il reboutonne sa veste, vous ne l'aviez pas vu, regardez. Et bien regardez l'analyse de Feu Messinger. Curieusement, le président palestinien reboutonne en même temps son veston de la main gauche, ce qui signifie que cette visite officielle le contrarie ou le gêne. Voilà, donc vous voyez des espèces de déclarations péremptoires, arbitraires, hein. Alors pareil, regardez à la télé, hein, donc alors, il y en a une bien bonne, l'œil gauche est plus fermé, stress émotionnel. Donc Anne Sinclair elle essayait à la télé, était passée au journal de 20 heures pour essayer de sauver les meubles vis-à-vis de vous rappeler de l'affaire DSK. Voilà, et regardez, on isole une image et à partir de cette image, on va percevoir que le visage, le mimo-facial va renvoyer à un sens, un stress, des choses qu'elle ressentirait, etc. Plus récent, regardez, donc voilà, et puis c'est valable avec Jean-François Copé, etc., etc. On se gratte là, ça veut dire ça. Il y a une scène célébrissime sur le site de la synergologie où on voit Bill Clinton alors c'est déjà ancien, pendant l'affaire Lewinsky, vous vous rappelez? Voilà, et puis on essaye de vous prouver qu'effectivement il ment parce qu'il se touche le nez, quand on se touche le nez ça veut dire qu'on ment, etc. Voilà ce genre de... Voilà. Alors, si j'ai aussi refait le livre en 2017, que j'avais fait en 2008, c'est parce que la série Lie to Me, elle a quand même donné une incroyable visibilité à toutes ces pseudosciences, hein, puisque soudain, à 20h30, enfin, en prime time, vous aviez des programmes qui tendaient à vous faire croire que la gestualité pouvait être lue comme un livre et que de ce fait, eh bien, n'importe qui, suivant des formations, écoutant des conférences ou lisant des livres, eh bien, pouvait apprendre à lire dans la gestualité d'autrui. Et la troisième rencontre, alors il y a 3 moments.
Le troisième moment important du Québec dans l'étude que je mène, donc la première c'est la parution de mon article dans Communication, la deuxième c'est la rencontre l'année dernière avec Vincent Denot, et je suis venu à Montréal il y a un an à peu près, j'ai passé quelques jours, j'étais invité à faire des conférences, et donc je rencontre une synergologue, je ne dirai pas son nom. Donc on a eu un très long échange, un déjeuner, on a passé un peu de temps ensemble. Elle est venue spontanément se présenter à moi je ne la connaissais pas, enfin je la connaissais de nom. Elle s'est présentée à moi quand je suis descendu de la tribune, on a eu un échange extrêmement courtois, on a bu un verre, on a déjeuné, en tout bien tout honneur, on a discuté un très long moment. Et elle a eu un argument confondant, de naïveté enfantine. Elle m'a dit les émotions sont universelles puisque tout le monde comprend les émoticônes. Et j'ai trouvé ça presque mignon de se dire que puisqu'on comprenait les émoticônes, eh bien de fait, on comprenait systématiquement les émotions qu'autrui allait exprimer en face de moi. Vous voyez, j'ai trouvé ça touchant de naïveté et je trouvais ça assez étonnant. Voilà. Donc, systématiquement, vous avez sur les sites de toutes ces marques, ce sont des marques, je le répète, eh bien, des visages hyper codés comme ça, avec des points qui correspondraient à des états, des émotions, et systématiquement, celui qui sait lire cela, eh bien, sans coup férir, lit dans autrui. Donc, drague mieux, vend mieux, enseigne mieux, négocie mieux, manage mieux, recrute mieux. En bonus, j'aurais pas le temps, mais j'ai créé une pseudoscience moi-même. Et je vous en présenterai juste les grands principes. Alors, Internet, bien évidemment. Alors, je parlais de tous les relais. Donc, la presse, déjà, vous l'avez vu. La presse grand public, les médias audiovisuels, etc. Regardez, alors de même, dès qu'on tape sur Internet non-verbal, langage non-verbal, comment aborder une fille. Vous avez un film, comment aborder une fille avec le langage non-verbal. Technique de vente, comment décoder le non-verbal. Alors là, vous avez, regardez effectivement le site internet de la synergologue québécoise que j'évoquais tout à l'heure. Alors on vous demande de vous inscrire en ligne pour des formations, etc. Ce que j'évoquais tout à l'heure, donc la pseudoscience, voilà. Et puis alors là, on est véritablement, c'est comme les TED conférences et les conférences, ouais. Et regardez, alors là, on est dans ce que j'appelle un comportementalisme ontologique. Regardez la phrase, votre langage corporel forge qui vous êtes. Et là, la personnalité, elle est réduite à la gestualité. Donc il y a une réduction métonymique qui fait que finalement, la gestualité que vous produisez, elle va exprimer l'essence ontologique de qui vous seriez. Alors regardez, encore une conférence TEDx à Montréal, et donc ça a énormément de vues, 280 000 vues quand même. Alors regardez ce film, sponsorisé, alors je le regarde en entier bien évidemment, ce film sponsorisé par une entreprise de formation, et regardez 1 million de vues, plus d'1 million de vues. Voilà, et puis on passe le film passe son temps à montrer des hommes politiques qui marchent. Après, on voit un grand gorille, on voit un chimpanzé. Puis on vous dit que celui-là il est dominant, celui-là il est dominé, etc. C'est toujours un petit peu les mêmes fariboles. Regardez. Donc là, pareil, on reprend des séquences, on fait parler les morts. Donc on reprend des séquences historiques célèbres. Et puis là, voilà, c'est le même film. Regardez. Et là, on va donc vous expliquer en quoi, eh bien là, Nixon ou Elvis étaient contents ou pas contents de se rencontrer, etc. etc. Lequel est dominant dans la poignée de main, c'est leur grand truc. Comment on se serre la main, ça va dire celui qui est dominant, celui qui est dominé, puisque finalement nous sommes avec eux dans un monde où il y aurait, c'est très marxiste dans l'esprit, ou crypto-marxiste, puisqu'il y aurait les dominants et les dominés, et voilà, et donc il y en aurait en permanence qui chercheraient à prendre l'ascendant sur les autres. Et puis regardez ce genre de choses qu'on voit sur Internet. Serrez le poing. Voilà ce que ça dit au sujet de votre personnalité. Alors selon que vous serriez le poing comme ça ou comme ça, eh bien ça révélerait des choses sur votre personnalité. Bon. Voilà. Alors regardez, ça c'est quand même un très très grand organisme de formation français. Vous avez le nom en haut. J'ai travaillé pour eux, l'un des 3 plus grands organismes de formation français. Et là, vous avez une formation entière de 2 jours. La communication non verbale, la décoder pour se l'approprier. Et on envoie des secrétaires, des vendeurs, des négociateurs pendant 2 jours suivre le genre de formation qui fait que quand même parfois certains, avec un sursaut de lucidité, vont se dire c'est pas possible ce qu'on me raconte là, et ils vont essayer de trouver de la contre-information sur Internet. Et j'y viendrai en conclusion, malheureusement, il y en a, mais bien moins que les millions et les millions de vues, que les centaines de milliers de pages référencées sur les 7%, etc., etc. Alors regardez, alors là ça m'ennuie parce que signe en entretien d'embauche.
Et je reviens à ce que disaient tout à l'heure les 4 auteurs québécois. Est-ce que vous croyez que quand quelqu'un postule à un emploi de cadre par exemple, est-ce qu'on doit le recruter sur sa formation, ses expériences, ses compétences et sa motivation? Ou est-ce qu'on doit le recruter sur le non-verbal qu'il produirait pendant les quelques minutes de l'entretien d'embauche? C'est une question qui se pose quand même. Et effectivement, regardez, on n'a aucun scrupule à apprendre aux gens à mieux recruter, parce qu'hypothétiquement, le destin professionnel de quelqu'un, je reviens au comportementalisme ontologique que je viens d'évoquer à 2 secondes, serait réduit à la gestualité de quelqu'un en situation de recrutement. Alors des conférences de même, regardez. Alors là, il est créateur, vous voyez, créateur de la morphogestuelle. Voilà. Donc créateur de la morphogestuelle, les gestes, ce langage non verbal. Et on en revient au mythe et au dogme que j'évoquais tout à l'heure. Alors pour autant, ce non-verbal connaît c'est pas apparu ex nihilo au XXe siècle, ça connaît une généalogie très très ancienne, et pour cause, vous avez forcément entendu parler de la physiognomonie. Hein, donc c'est une pseudo-science qui remonte à Aristote, qui a été vulgarisée par Lavater, et donc des origines antiques et une longue généalogie. Alors la physiognomonie, j'ai des images encore à vous montrer dans 2 secondes, la phrénologie ou la chronologie, qui expliquait en fait que la forme du crâne révélait des traits de personnalité, d'où l'expression la bosse des maths. Avoir la bosse des maths vient de là. Donc la phrénologie et la crânologie, qui faisait que la forme du crâne d'une personne allait révéler, selon les protubérances, les proéminences, etc., allait révéler des traits de personnalité. Et puis on sait ce que ça a quand même donné avec la photographie anthropométrique, vous vous rappelez, hein, des théoriciens du criminel né, hein, au 19e, Lombroso je crois, hein, j'en parle dans mon bouquin. Voilà, donc on regardait le faciès de quelqu'un, je mets des guillemets, et à partir du faciès, on savait à peu près si la personne avait un destin de criminel. Voilà. Donc quand même c'est voilà, et puis la morphopsychologie. Voilà. Et donc l'explosion récente du non-verbal, dont je vous parle depuis tout à l'heure, plus largement, mais j'ai pas le temps de le développer, ça s'inscrit dans la vogue du développement personnel, hein, de toute cette mode, s'approprier son destin, mieux gérer ses relations, etc., etc. Et puis l'Aitomi qui a aussi la visibilité. Alors voilà, regardez, ça c'est intéressant, hein, puisque ce sont des tableaux physiognomoniques. Et regardez, donc une personne qui a un visage qui renvoie un animal, il a les traits de l'animal. Donc quelqu'un qui a eu un visage un peu pointu, ça va être quelqu'un qui est un renard, donc il est rusé, il est peut-être voleur, etc. Quelqu'un qui a eu un visage placide et lourd va être quelqu'un qui va ressembler au bœuf, donc il a les traits du bœuf. Hein, donc il est docile, il est dur à l'effort, il ne s'énerve pas, etc. Voilà, et regardez ce genre de tableau qui effectivement, eh bien, avait cours les siècles précédents. Et puis regardez, alors, plus ennuyeux là en bas, vous avez donc les photos anthropométriques, hein, qui essayaient justement, en haut c'est la chronologie, la phrénologie, puis en bas la photographie anthropométrique, hein, qui disait que le visage d'une personne révélait sa personnalité et plus encore que sa pensée, son destin. Donc sa propension à être malhonnête, vicieux, etc., etc. Alors la physiognomonie a quand même fait l'objet d'un article il y a longtemps dans les célèbres actes de la recherche. Hein, voyez, donc le succès mondain d'une fausse science, la physiognomonie de Lavater. Et donc vous le trouvez en libre accès en ligne. Ça date de 84, donc ça a déjà quelques décennies. Alors, je suis presque à la fin de mon propos. Quand les obsédés gestuels ramènent leur science, parce que ce qui nous intéresse ici, et c'est pour ça que dans le premier titre que je vous avais donné, il y avait le mot épistémologie, c'est parce qu'on interroge la manière de produire la science, in fine, à travers tout ce que je vous ai montré là. Leur objet d'étude est flou, ils n'ont aucune méthode de travail. Sur quoi travaillent-ils? Le langage psy du corps, la grammaire des gestes, le langage non verbal. Donc vous voyez, vous avez tout un ensemble de locutions insatisfaisants, attrape-tout, qui vont définir ce sur quoi ils essayent de travailler. Aucune méthode de travail. La synergologie se contente de regarder des vidéos sur Internet, c'est très bien analysé là-dedans, et regardant des vidéos en ligne, on va dire la personne ressent ça, etc. etc. Voilà. Des généralisations permanentes, l'universalité du business, je vous en parlais tout à l'heure, un comportementalisme niais, hein,
tout est dans la manière de se comporter, dans les gestes, l'obsession des typologies, puis la grande foire des citations. Alors vous avez des citations dans leurs bouquins, vous avez des citations d'Isabelle Adjani, du mime Marceau, de Boileau. En fait, j'ai un peu l'impression qu'ils ont tapé non-verbal, gestualité, puis tout ce qui est remonté sur Internet, ben, ils le préemptent et puis ils le mettent dans leurs livres. Hein, et vous avez des citations de Rousseau, d'un peu tout le monde. Des postures réifiées, idéalisées, théâtrales et statiques pour les besoins de la démonstration. Et un comble, le contexte de la relation, la dynamique de l'interaction, l'élocution et le discours sont totalement évincés. À regarder, voilà. Alors ça, c'est le truc. Vous avez en permanence des personnes réifiées, regardez. Donc voilà, les gens vont avoir des poses théâtrales, un peu idéal typiques. Et puis donc ça veut dire ça sans coup fait rire. Voilà, donc ça, c'est l'étonnement, là, c'est voilà. Et donc vous apprenez par cœur le lexique. Et puis après, quand vous êtes devant quelqu'un qui fait ça, ben, vous êtes censé savoir que la personne ressent ça. Bien sûr, vous allez pouvoir vous y adapter, de fait. Voilà. Voilà, et puis bah écoutez, c'est la séquence récréative, c'est Gaspard, mon fidèle assistant. Donc là, voilà, Gaspard, il a chaud. Là, Gaspard, il s'exclame, il est content. Là, Gaspard, il est ouvert à vous. Vive le Québec libre, hein, regardez. Et puis là, Gaspard, il est désespéré parce qu'il ne sait pas où il va manger ce soir, rue Saint-Joseph. Voilà, moi, je sais où je vais aller. Voilà, bon. Donc, quelques questions gênantes, j'ai presque fini. Quelques questions gênantes, d'où sortent toutes ces vérités révélées, hein, voilà, ça, d'où ça sort finalement. Pourquoi ce doigt, c'est celui du savoir et ça, c'est celui du pouvoir. Voilà. Faut-il apprendre ces lexiques, la parole du maître par cœur avant d'entrer en relation avec autrui? Comment ne pas être dans une posture de manipulateur si l'on met tout cela en pratique, finalement? Et ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. La communauté, et je reviendrai dans un moment sur ce que je dis sur les gourous, la communauté scientifique a-t-elle discuté et validé ces théories, se revendiquant scientifique et se vendant comme telle? Eh bien non. Et en quoi leur refus obstiné du débat scientifique? J'ai fait quelques émissions de télé en France avec les tenants de ces sciences-là. Ils ont toujours refusé d'être en plateau en direct avec moi. Ce que je vous dis est vrai. Une fois, il y a une émission qui s'appelle E égale M6, une émission scientifique qui est plutôt connue le dimanche soir. Elle était consacrée à ce thème. Et donc, je devais à un moment parler avec une synergologue française connue, et elle a refusé d'être en plateau avec moi. Elle a dit, vous me filmez moi d'abord, je ne veux pas rencontrer l'Ardelier, et après, vous filmerez l'Ardelier. Et vu qu'elle n'arrivait pas à faire ses prises, j'ai failli rater mon dernier train pour la province. Ce que je vous dis est vrai. Voilà, mais donc, en aucun cas, une autre fois, Joseph Messenger, ça aurait été un grand honneur pour moi de le rencontrer. Canal+, je crois. Il apprend que je suis en plateau dans l'émission. Il dit non, je ne viens pas, vous venez me filmer chez moi. Et on a été le filmer chez lui. Voilà, donc un refus obstiné du face-à-face, du simple débat. Je ne veux pas les taper, je suis un garçon civilisé, je veux juste leur poser des questions que je nous pose depuis un petit moment. Et il y a donc un refus qui est l'aveu de quelque chose. L'aveu de fait de la non-scientificité de choses se vendant comme scientifiques, bien sûr. Alors, du libéralisme au totalitarisme relationnel. Alors les relations pour eux, c'est la guerre froide. On est en permanence dans une relation de manipulation, de contrôle d'autrui. Les relations, c'est quand on lit tous ces bouquins, c'est un petit peu un malin ennemi. Tu vas pas me la faire. Tu veux essayer de me manipuler, tu veux me cacher des choses, c'est un peu lie to me, c'est toujours comme ça lie to me. Ils ont des choses à cacher, ils en ont gros sur la patate, mais ils vont pas le dire, ils vont essayer de nous manipuler. Eh bien moi, je vais encore plus le manipuler. C'est un peu ça le truc. Donc c'est à l'encontre et aux antipodes d'une éthique de la relation, hein, puisqu'on est dans une scrutation d'autrui. L'obsession, c'est prendre l'ascendant et décrypter autrui. Et on est véritablement dans un libéralisme relationnel. Efficacité, rendement, rentabilité, transparence. C'est un discours de gourou, qui prescrit les 10 gestes à faire au travail et qui proscrit en permanence. Attention, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que j'ai qualifié de discours parasectaire. Et en France, j'en ai parlé jusqu'au ministère dans une cellule qui s'appelle la Mivilude. Et en France, la Mivilude, c'est la mission interministérielle contre les dérives sectaires. Et ils m'ont reçu en audience il y a une dizaine d'années. Et je leur ai expliqué que quand on dit « ma parole est vérité », et si vous apprenez ma parole de vérité, vous pourrez lire dans autrui et le manipuler, on est dans un discours parasectaire.
Je persiste à penser que les sciences sociales ont pour vocation de hausser notre niveau de perplexité sur le monde. Mais du moment que quelqu'un vous dit la vérité, c'est ça d'abord, et si tu apprends la vérité qui est la mienne, tu sauras mieux. Voilà, bon. Et donc, ça les avait plutôt intéressés. Et c'est ma conclusion. Un éventail implacable de stratégies concertées entre entrisme et prédation pour faire du bon pain avec des miettes, véritablement. Alors, des stratégies rhétorique. Je vais juste vous lire une phrase dans 2 secondes, extrait du bouquin de la synergologie, vous me direz si vous y entendez quelque chose. Alors, des stratégies rhétoriques qui veulent produire des effets d'intimidation sur des publics. Des stratégies médiatiques, je vous l'ai bien prouvé. Dès qu'ils passent dans les médias, ils peuvent s'en prévaloir ensuite. Ah ben, on est passé sur Europe 1, on est dans le Figaro. De fait, ça vaudrait caution scientifique. Institutionnels via l'entrée dans des écoles ou des organismes valant prétendument caution de scientificité, bibliographique, une véritable prédation bibliographique. Vous lisez leur bibliographie, ils vous citent du Goffman, du Edward Hall, du Bateson, etc. Long comme le bras, mais des références qui sont de la pure prédation, puisqu'elles n'ont pas été lues, elles ne sont pas citées. Des relais numériques, bien évidemment, scientifiques. Alors, mutisme sur les recherches académiques existantes, on n'en parle jamais, des recherches, ou discrédit. Discrédit, je sais ce que ces gens-là disent de moi, et s'ils savaient tout le mal que je pense d'eux, ils en diraient bien encore davantage de moi, mais des journalistes m'ont dit, disent que vous êtes un petit prof de province aigri, on dit des choses, voilà, bon, ma foi, c'est pas la guerre du Péloponnèse, hein. Donc discrédit, préemption de recherche Mérabien, vous avez vu sa réaction, je suis très gêné des utilisations qui sont faites, et puis des attaques personnelles ad hominem, voire juridiques. Et j'ai eu droit, suite à l'apparition du premier livre, à 2 lettres recommandées. 2 lettres recommandées qui m'ont dit soit vous retirez ce que vous avez dit dans votre livre, soit on va vous attaquer pour diffamation. Notamment parce que l'une des personnes que j'ai citées depuis 1 heure que je vous parle, j'avais dit expert autoproclamé. Mais du moment que la personne dit j'ai créé une science, c'est devenu une marque déposée, que la personne n'a jamais fait discuter sa théorie ou sa création ou sa marque à l'université et qu'il la vend, je suis fondé à dire qu'il est expert autoproclamé. Et donc il l'avait très mal pris, m'avait écrit en me disant je vous demande de retirer, etc. Bon, voilà. Et voilà. Alors, regardez cette phrase. Elle me semble intéressante. Et vous allez me dire si d'un point de vue théorique, vous y comprenez quelque chose. N'oublions jamais que tout cela n'est rendu possible que parce que les instances responsables des mouvements sensorimoteurs, psychoaffectifs ou neurocognitifs sont reliés entre eux. Je ne la reprends pas. Mais bon, les instances responsables des mouvements sensorimoteurs, psychoaffectifs ou neurocognitifs. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle les effets rhétoriques d'intimidation, où on va vous faire des grandes phrases comme ça, et les gens n'ayant pas forcément le capital académique vont dire « Waouh, c'est hyper compliqué ». Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est probablement de la haute science. Voilà. Et donc, je pense que pour éviter de succomber à ce que j'appelle le délit de sale geste, finalement, eh bien, il faut revenir à un tout petit peu de bon sens. Et ce qui m'inquiète, finalement, c'est les effets de fascination qu'exercent toutes ces pseudosciences auprès du grand public, mais voire aussi, et c'est plus grave, auprès de managers, d'hommes politiques, enfin de politiques, etc., etc. Une véritable fascination qui est corrélée à quoi? À la toute-puissance relationnelle que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut revenir à un peu de bon sens dans les relations, un peu de bienveillance, puisque ce sont vraiment des approches qui ne sont en rien bienveillantes. On est dans la guerre froide relationnelle, se méfier des discours promettant la transparence dans les rapports sociaux, faire le deuil de la toute-puissance relationnelle, et puis accepter, bien évidemment, c'est des choses de bon sens que je dis en conclusion, accepter la complexité inhérente aux relations humaines. Voilà. Et une opposition se lève quand même, front rationnel, contre les dérives du non-verbal, et il y a notamment un journaliste québécois, Patrick Lagacé, avec qui j'étais en contact assez régulier, je devais le rencontrer l'année dernière, puis il était parti aux États-Unis. Voilà. Et donc Patrick Lagacé, avec quand même beaucoup de courage, il mène, regardez, donc l'homme qui voulait être dans les dictionnaires. Donc tout est dit du monsieur qui est en photo. Voilà, et Lagacé, à qui j'ai correspondu par Internet, a quand même pas mal fustigé, notamment dans une série de... Il y a même des films. Vous tapez Lagacé synagogie sur YouTube et il y a des films où... Voilà. Et donc, regardez, la synagogie commode et reposante. Voilà. Et j'ai pas le temps du bonus. Donc, non. Et j'ai créé, il y a quelques années dans un colloque, mais je m'arrête là. Il y a quelques années dans un colloque, j'ai créé une pseudoscience. Regardez.
la kiné-recrutologie appliquée. Et pendant une demi-heure, j'ai présenté les principes de la kiné-recrutologie appliquée. Ben, vous l'avez compris, elle s'adapte bien sûr à toutes les techniques comportementales du recrutement. Et quelqu'un m'a dit à la fin de ma démonstration, et ça m'a fait rire, quelqu'un m'a dit dans l'amphi, tu crées un site internet, tu vends des formations, je suis sûr que des gens vont te contacter pour acheter des stages de kiné-recrutologie. Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention.